actif et sympathique sur laquelle nous comptons beaucoup pour nous tenir informés de tout ce qui se passe au niveau financier et information économique au sein de l'Ecofin Club. Merci à vous tous également d'avoir accepté notre invitation. Merci aux membres et aux invités, à ceux qui participent pour la première fois. Je ne vais pas dire bonjour à tout le monde, mais je vois qu'il y a une belle liste de participants. Et donc, bonjour à vous tous. Et on va démarrer tout de suite. Alors, Étienne de Calataille est administrateur et chef économiste chez Orcadia Asset Management. Il est belge, économiste de formation, université donc de Namur et de London School of Economics. Étienne a également travaillé à la Banque nationale de Belgique, au Fonds monétaire international, au cabinet du Premier ministre Jean-Luc Dehaene, et ensuite pendant plus de 16 ans au sein de la Banque de Grove, où il a été chief économiste, responsable du département d'analyse financière, membre du comité de direction et du conseil d'administration. Il était également chargé de cours à l'université de Namur et ayant eu également des charges d'enseignement à l'université de Bruxelles, l'ULB, Université catholique de Louvain à l'UCL. Ses principaux mandats sont président de la Société royale d'économie politique de Belgique, administrateur de l'SBL Les Petits Riens, membre du Conseil académique fédéral de la réforme des retraites et senior fellow de l'Itinéraire Institute. Alors aujourd'hui, on va parler d'investissement responsable. Et donc, comme je disais tantôt, on a également une nouvelle réglementation européenne qui a débuté ce 10 mars, notamment pour un terme au greenwashing. Donc, bien volontiers, Étienne, je te cède la parole et n'hésitez pas à poser vos questions après la conférence ou à faire des chats en ligne avec nous. Voilà, Étienne, nous t'écoutons. Super, un grand merci. Je partage mon écran, je le mets en plein écran. J'espère que vous allez tous bien voir ça. On va parler d'investissement responsable et effectivement l'actualité est avec nous puisqu'il y a cette nouvelle réglementation européenne. Ce n'est pas une directive, c'est un règlement, donc ça s'applique directement aux États membres et ça vise à mettre de la transparence dans cette jungle qui est celle de l'investissement responsable, une jungle très fréquentée. On sait, dans la jungle, il y a beaucoup de petits animaux et de moins petits qui s'y déplacent. C'est le cas ici aussi, parce que l'investissement responsable a le vent en poupe. Il a le vent en poupe sur le plan des capitaux collectés, aidé peut-être par la crise de la Covid, aidé aussi certainement par le fait que l'investissement responsable, ces dernières années, a quasi systématiquement fait mieux que l'investissement classique. Et donc, vous avez pu, au travers de l'investissement responsable, faire à la fois le bien et vous vous êtes fait du bien en même temps. Vous avez contribué à ce que nos entreprises se comportent mieux ou moins mal et en même temps, votre portefeuille s'en est favorablement ressenti. C'est formidable. On va passer ça rapidement en revue, rapidement, parce que j'ai reçu de Didier, avec le sourire qu'on lui connaît, l'injonction de ne pas parler trop longtemps. On en a pour 1 heure, avec le question time y compris. Donc, je me limiterai à quelque chose comme 45 minutes. 3 parties à la présentation, être un acteur de changement, le rôle de la finance, et puis cet investissement responsable, ça va être ça le cœur du propos, mais il fallait mettre les choses en perspective. Commençons par le commencement. Si on s'intéresse à la finance responsable, c'est parce que la finance, c'est être irresponsable et parce que le monde a besoin que nous nous préoccupions de lui autrement que ce que nous avons fait jusqu'il y a peu. J'imagine que nous tous, vous tous, à notre manière, nous faisons des choses qui sont à se préoccuper d'environnement, mais aussi de droits sociaux, mais aussi de bonne gouvernance, de faire en sorte que nous nous intéressions pas à notre petit intérêt égoïste, mais aussi à des matières sociétales. Et ce sera en matière de consommation alimentaire où nous chercherons à réduire les déchets, ce sera le tri des déchets, ce sera l'isolation en logement. De multiples manières, nous pouvons chercher à agir parce qu'il y a des choses qui nous préoccupent, parce que nous ne voulons pas de ces tendances qui sont à l'œuvre, parce que nous voulons empêcher la catastrophe. La catastrophe qui est celle du réchauffement climatique, qui est celle de ces dérèglements climatiques dont nous avons de multiples témoignages aujourd'hui. Et nous savons qu'il y a un lien avec l'activité humaine.
Ce sont de pollutions diverses, que ce soit l'océan plastique, que ce soit la qualité de l'air, une atteinte à la qualité de l'air qui tue de manière plus discrète qu'un virus, mais qui tue très très certainement. Une pollution, pour revenir sur la seule problématique de la pollution, mais la question de ce qui ne va pas dans notre société, ce n'est pas qu'une question d'environnement. Mais nous savons aujourd'hui qu'il y a un impact de cette pollution, par exemple, sur quelque chose d'aussi basique que le quotient intellectuel de nos adolescents, que nous savons qu'il y a aujourd'hui des problèmes, par exemple, de fertilité auprès des couples. Nous savons qu'il y a ces soucis qui sont posés, nul besoin d'insister. Il y a aussi qu'à côté des questions environnementales, parce que je l'indiquais, ça ne se limite pas à ça, il y a aussi l'exploitation de la misère humaine, que ce soit au Rana Plaza, au Bangladesh en 2013 ou de multiples autres manières. Il y a les manifestations au travers du mal-être professionnel que vous, moi, nous, beaucoup de nos proches ont pu à un moment ou l'autre ressentir. Il y a de multiples choses dans la société que nous ne tolérerons pas ou que nous ne devrions pas tolérer, que ce soit des formes de sexisme. Et malheureusement, encore aujourd'hui, on a des publicités insultantes, idiotes, associant voiture et une certaine forme de féminité. C'est des choses qui devraient tout simplement être bannies. Tout ne devrait pas exister dans une économie le fait qu'une entreprise A paye beaucoup moins qu'une entreprise B, simplement parce que la A peut se délocaliser facilement là où la B n'a pas cette faculté. Ce n'est pas l'économie dont nous rêvons. Nous pensons a priori qu'il y a une égalité à promouvoir et non pas à cultiver ce genre de choses. Et ça peut prendre parfois des tournures tout à fait choquantes, comme quand nous avons des multinationales occidentales qui participent au financement de ceux qui viennent dynamiter, faire exploser nos métros, nos salles de spectacle, nos aéroports ou que sais-je encore. Est-ce à dire que tout va mal, que l'investissement responsable, c'est un truc pour neurasthéniques? Non, le monde, en fait, ne va pas si mal que ça. Il y a des choses qui sont éminemment préoccupantes et on doit se bouger, mais en même temps, le monde, il y a des choses qui vont nettement mieux ou nettement moins mal qu'avant. Donc l'idée ici n'est pas d'être dans un passéisme, dans un retour à un idéal d'il y a un siècle, d'il y a 2 siècles. Bien sûr qu'il n'y avait pas ou moins de perturbateurs endocriniens à cette époque, mais il y avait simultanément des choses encore bien plus choquantes du style sexisme, du style espérance de vie, du style décès à la naissance, du style accès à l'éducation. Bref, en un mot, on va parler de changer notre société. Nous nous le devons. Nous nous le devons d'abord pour des raisons de principe. Nous ne voulons pas autre chose. Mais en plus, il se fait que ça va être bon pour nous. Parce que, pour reprendre ce que Bertrand Piccard, célèbre avec son Solar Impulse, nous dit, il dit en fait dans écologique, il y a logique. C'est logique d'être écologique. C'est idiot de ne pas se préoccuper de notre capital environnemental. On se préoccupe du capital social, on se préoccupe du capital humain ou intellectuel, on se préoccupe du capital physique. Nous devrions nous préoccuper d'une même mesure au minimum de notre capital environnemental. Détruire notre capital environnemental, ce n'est pas du capitalisme, c'est du crétinisme. Et je trouve, voilà, des expressions bien senties. Le rôle de la finance là-dedans, ça mériterait de longs développements. On ne va pas être très long. Moi, j'aime beaucoup ce tableau qui nous montre la chute d'Icare. En fait, la finance, c'est Dédale et Icare. La finance, c'est ce qui nous permet de nous échapper du labyrinthe, mais ça nous permet aussi de se tuer, de se brûler les ailes. Donc, la finance, elle permet le mieux et le moins bien, le meilleur et le pire. Elle permet à quelqu'un qui a des idées mais pas d'argent de pouvoir concrétiser cette idée, mais elle permet aussi à des gens de se surendetter. Elle permet... Oui, il y a un souci? Oui, un souci, oui. En fait, l'écran est figé et donc on ne voit pas les slides se défiler et il n'est pas en plein écran. Ah, parce que pour moi, il défile et il est en plein écran, mais donc je vais arrêter le partage. Oui, s'il te plaît. Un escape. Et si je défile comme ceci, est-ce que vous le voyez? Alors, pour l'instant, non. Est-ce que vous voyez défiler les slides? Non. Non.
Vous ne voyez toujours pas défiler le slide. Je retourne alors sur ici. Et pourtant, ce que je ne peux faire, c'est partager mon écran. Je pense que si je clique sur partager l'écran, ça doit être bon. Oui. Et si je suis dans partager l'écran, est-ce que je vais dans fenêtre de l'application? J'ai le fichier qui est ouvert, je clique dessus et on me demande de le partager. Est-ce que maintenant vous le voyez? Oui, téléchargeant. Là, vous voyez un tableau? Oui. Voilà. Et si maintenant je veux... En plein écran peut-être, ce serait bien. Voilà. On voit, Est-ce que là déjà, est-ce que vous voyez le slide suivant avec du texte? Oui. Oui, parfait. Donc bien. Là, on est bon. Si maintenant on passe en plein écran, est-ce que vous voyez toujours le texte? Pour l'instant, oui, mais c'est pas encore en plein Et écran. si je retrace, est-ce que vous voyez le tableau? Oui. Ah ben alors c'est parfait, tableau, non? Dans le tableau, non. Pour l'instant, c'est le rôle de la finance. Ce que vous voyez, c'est le rôle de la finance. Vous êtes resté figé sur le paramètre 18. OK, Oui. mais donc ça, c'est quand je mets en plein écran, il y a un souci. Donc, on fait la manœuvre dans le sens inverse. Je reviens, je vais ici, je fais un partage d'écran, je vais fenêtre de l'application, je suis ici, je partage. Ici, vous voyez le rôle de la finance en titre. Il va arriver. Oui. Et là, est-ce que maintenant, vous voyez deux illustrations? Oui, c'est bien comme ça, Okay. Étienne. Donc, on va procéder comme ça. Je ne vais pas mettre en plein écran, mais c'est en pleine conscience que je ne mets pas en plein écran. Donc, où est-ce qu'on en était? On en était à ce visuel 17, qui est celui qui illustre pour moi la finance, qui permet le meilleur et le pire. Et Dédale et Icare, on peut s'échapper du fait des ailes, on peut s'échapper du labyrinthe, mais on peut aussi se brûler. Et donc, la finance, elle a le bon, elle a le moins bon. S'agissant d'environnement, il y a un point en particulier à mettre en avant, c'est le dernier point de ce visuel 18 que vous avez sous les yeux, c'est ce que l'on appelle la préservation des intérêts en place. Les banques, imaginez que vous ayez prêté beaucoup d'argent à une société pétrolière. La société pétrolière doit vous rembourser cet argent. Vous n'avez aucun intérêt à créer les conditions qui favoriseraient la faillite de cette entreprise, parce que si elle fait faillite, vous ne retrouverez pas votre bel argent. Et donc le banquier, le créancier, n'a pas intérêt à la faillite de son client. Et donc, il n'a pas intérêt à un changement de société qui augmenterait le risque, la probabilité de faillite de son client. Et donc, il va mettre des bâtons dans les roues du changement, puisque ce changement pourrait être problématique pour la solvabilité de ses clients. Ça, c'est un problème majeur auquel aujourd'hui le système financier est confronté et où les autorités doivent agir. Parce que si on laisse les grandes institutions financières, grandes créancières agir, elles ne voudront pas d'un changement rapide. Bien sûr, les nouveaux acteurs, demain, il peut y avoir une nouvelle banque qui se crée, qui n'a pas prêté à ces acteurs de l'énergie fossile et qui ne va prêter qu'à des acteurs des énergies renouvelables. Cette nouvelle banque ne sera pas concernée par ce problème. Elle n'aura pas de problème à ce que le monde change. Là où il y aura des réticences, là où il y aura des objections, là où il y aura des entraves au changement, ce sera dans le chef de ces grandes banques qui ne veulent pas tourner la page du monde d'hier trop radicalement. Elles vont avoir un discours très porteur, oui, investissez de telle manière, responsable, mais en fait, elles ont un conflit d'intérêts majeur. Elles sont pieds et poings liés avec celles du monde d'hier. Et donc, ça, c'est très, très certainement, dans le monde de la finance aujourd'hui, la très, très grande difficulté à laquelle nous sommes tous et toutes confrontés. Et où donc, les anciennes banques sont plus problématiques que les nouvelles banques. Il se fait qu'il y a une nouvelle banque dont je ne donnerai pas le nom, mais qui est en voie de formation dans ce pays. Elle n'aura pas ce problème. Elle peut avoir 1000 défauts pour ceux qui aiment lui trouver des défauts, mais elle n'aura pas ce défaut-là, à la différence des banques qui existaient hier. Et on ne peut pas reprocher aux banques d'hier d'avoir existé hier et d'avoir fait ce qu'elles pensaient devoir faire hier. Mais elles ont fait ce qu'elles ont fait, elles ne partent pas d'une feuille blanche et en fait, elles partent d'une feuille noire. Elles partent avec un
passifs, en ce sens qu'elles ont un passif environnemental à assumer. Elles sont liées au monde. Mon propos est donc fort. Le rôle de la finance. Il y a des gens chez Nordea, c'est une banque scandinave, qui se sont amusés à financer une étude en disant à un gars, voilà, toi, tu as la fin de la vingtaine, tu vas renoncer à manger comme tu mangeais, à prendre l'avion comme tu prenais l'avion, à te déplacer en voiture comme tu te déplaçais, tu vas veiller à prendre peu de douche et compagnie. Ça, c'est une chose. Et puis d'autre part, on va regarder, mais tiens, au fond, si au lieu de placer ton argent de manière non différenciée, tu investis ton argent dans des placements responsables, eh bien, on arrive dans cette étude à montrer que ce que cette personne fait en plaçant son argent de manière responsable, ça a 27 fois plus d'impact pour réduire son empreinte carbone que si on le fait au travers de ses déplacements en voiture, en avion, au travers de ses comportements de tous les jours et que ce soit de sa douche ou son alimentation. Pour prendre une phrase plus proche de chez nous, d'une prof de finance de l'ICHEC, une excellente enseignante, Madame Dumas, les Belges ignorent encore que leur argent peut faire la différence et de manière bien plus prononcée et efficace en éteignant la lumière ou qu'en triant leurs déchets. C'est exactement dans la droite ligne de ce que je viens de dire. Donc, oui, nous avons un formidable outil entre nos mains, nous devons de l'activer. Et on en arrive donc à cet investissement responsable. 4 questions pour nous ce midi. Quoi, pourquoi pas et comment. Quoi? De quoi parlons-nous? On va parler de choses qui se sont parfois appelées investissement éthique, parfois durable, parfois responsable, parfois socialement responsable, d'où l'expression ISR. Parfois, on va parler d'investissement ESG pour environnement, social, gouvernance. Ce sont les 3 familles de critères sur lesquels le plus souvent on va filtrer les entreprises pour retenir celles qui font mieux ou celles qui font moins mal. Il y a un flou parce qu'il n'y a pas de définition légale aujourd'hui de ce que c'est l'investissement responsable. En fait, il n'y avait pas encore, depuis hier, il y a en Europe ce règlement qui s'applique et qui change la donne. Donc, aujourd'hui, au niveau européen, nous avons une préoccupation environnementale qui est affirmée. Nous avons au niveau européen eu la définition de 6 objectifs qui sont repris ici en français: atténuation du changement climatique, utilisation durable des ressources aquatiques, prévention et contrôle de la pollution. Donc, 6 objectifs. Et ce qu'on va vouloir, c'est que se disent responsables, ce qui est bon à l'égard d'au moins un de ces 6 critères et qui n'est pas mauvais au regard des 5 autres. C'est ce qui apparaît sur ce visuel-ci. Donc, en fait, on veut que se disent responsables ce qui est bon pour un des 6 critères identifiés et qui ne fasse pas de malin. D'abord, ne pas nuire, le principe d'Hippocrate que l'on a beaucoup cité au moment de la crise de la Covid. Ce principe d'abord ne pas nuire, on va le retrouver d'une certaine manière ici. Donc, on a défini ces critères. Il ne faut nuire à l'égard d'aucun des 6 critères et il faut aller être bon dans un des 6 critères au minimum. Voilà ce qui va être requis pour être considéré comme responsable. Et on a donc cette fameux règlement, donc pas directive, j'insiste là-dessus, qui a pris effet hier. Et donc, si certains d'entre vous, vous êtes actifs dans de la gestion dite institutionnelle, eh bien, vous allez être contactés, vous auriez déjà dû être contacté par votre intermédiaire qui va vous expliquer en quoi, lui, il a interprété ce règlement. Aujourd'hui, c'est aux acteurs à, entre guillemets, faire leur devoir. Avoir notamment un site internet avec de la transparence sur ce qu'eux envisagent comme étant responsable. Et même si vous considérez comme gestionnaire que vous n'avez rien à foutre de tout ça, eh bien vous devez quand même informer vos clients sur les risques en matière de durabilité. Parce que si votre client se retrouve avec un portefeuille dans lequel il y a beaucoup de pétrole et beaucoup de gaz et beaucoup de charbon, il faut lui dire, cher client, que j'aime beaucoup et que j'aime bien et dont j'aime beaucoup et dont j'aime bien les commissions généreuses qu'il me paye, eh bien, je vous fais investir dans des trucs qui demain peuvent ne plus être acceptés comme activités qui sont à risque. Donc, quand bien même vous choisiriez de ne pas aller dans le sens de cette gestion responsable, eh bien, vous devez de communiquer sur les risques en matière de durabilité.
La plupart des gestionnaires ne vont pas aimer ça, bien entendu. On peut penser que la plupart des gestionnaires vont vouloir aller vers les deux autres catégories qu'offre ce règlement européen, qui sont respectivement dans le jargon les articles 8 et les articles 9. On va dire vert clair et vert foncé pour que ce soit explicite. C'est l'article 8, ce sera avoir une ambition responsable. L'article 9, c'est vouloir avoir un véritable impact. C'est aller un cran plus loin. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'engager qu'à manger des rutabagas pour être article 9, mais ce sont des exigences qui vont être plus élevées. À ce stade-ci, nous ne savons pas encore très bien de manière précise si ça va être considéré comme suffisant. Il va y avoir un processus évolutif. En attendant, et vu le vide qui était le nôtre et le vide qui est largement encore présent aujourd'hui, vous pouvez vous y retrouver dans cette jungle en vous référant à des labels. Et récemment, en Belgique, ça ne fait que peu d'années que ça existe, 2 ans, je crois, qu'il y a ce label Towards Sustainability qui a été développé par l'association belge des banques, FEBELFA, en vue de certifier que tel ou tel SICAV répond à des exigences responsables. Vous avez des labels dans différents pays, vous avez des labels antérieurs à ce label FEBELFA. Au Luxembourg, c'est LuxFlag, par exemple, chez Orcadia. Nous avons le label LuxFlag. En France, c'est connu le label ISR, qui dans le temps était lié donc à Novetic, peu importe. Et vous avez donc des labels, et qui sont des initiatives privé ou parapublic, ce n'est pas que c'est l'État allemand, l'État français ou l'État belge qui. C'est quoi l'investissement responsable? Ce n'est pas quelque chose de radicalement différent de l'investissement classique. Ça, c'est très, 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 très important. On va avoir tendance à opposer l'un et l'autre. Mais l'investissement responsable, ce n'est pas quelque chose qui tourne le dos aux règles de l'investissement classique, c'est quelque chose qui ajoute des règles aux règles de l'investissement classique. L'investissement classique, il se base sur des critères financiers. Est-ce que j'ai une entreprise qui est très endettée? Est-ce qu'elle distribue un bon dividende? Quels sont les brevets dont elle dispose? Tous des critères de type financier. Ça, c'est ce qui va servir d'ingrédient pour déterminer est-ce que j'achète l'action A ou l'action B. Eh bien, l'investissement responsable ou l'investissement socialement responsable, ce n'est pas qu'il va ignorer les critères financiers, ce n'est pas qu'il va faire exprès d'aller investir dans une entreprise très endettée avec un mauvais management et pas de brevets et surtout pas de dividendes. Surtout pas. Il va se baser sur les critères financiers. Mais il va aussi se baser sur des critères qui vont être dits extra-financiers. Il va rajouter des critères. Il ne va pas en enlever, il en ajoute. Et ces critères qui vont être le plus souvent de 3 familles, la famille environnementale, la famille sociale et la famille gouvernance. Environnementale, ça parle de soi-même. Social, ça va être par exemple des questions de salaire minimum, de droit des enfants, enfin de travail des enfants ou de non-travail des enfants, on va l'espérer. Ce genre de considération. La gouvernance, ça va être notamment des questions de diversité dans la composition des organes, mais ça va être aussi la transparence dans la communication de l'entreprise, notamment une communication sur son empreinte environnementale. Donc, voilà où on en est. Dans un contexte qui est un contexte changeant, le monde change. Les préférences changent, la réglementation change. On en a un formidable exemple avec ce règlement européen d'application de hier. Nous avons que le monde change aussi sous forme environnementale. Nous le voyons, ce réchauffement climatique, nous le voyons, ces dérèglements climatiques. Nous avons les statistiques sur la perte de biodiversité. Donc, le monde change. Et donc, c'est normal que nous investissions différemment maintenant que nous sommes confrontés à un monde différent, un monde qui, à certains égards, est dangereusement différent. Deuxième dimension, c'est que les investisseurs changent. Le monde change, mais les gens changent. Et notamment la préoccupation de ceux qu'on appelle les millennials. Ils se préoccupent d'environnement peut-être davantage que ne s'en préoccupaient leurs parents. Troisième dimension, il y a plus d'informations. L'information s'améliore, poussée dans le dos ou parce que tout simplement c'est devenu obligatoire, mais aussi parce qu'il y a une demande citoyenne pour avoir plus d'informations. Il y a un exemple sur lequel je reviens dans un instant, qui est celui de UCAST, application alimentaire.
mais on n'y est pas encore. Et donc le monde change. Je tombais ici dans une publication récente de Bank of America sur une caractérisation des différentes générations. Je me méfie comme de la peste de dire les jeunes, ils ont comme idole Greta Thunberg, alors que nous avions peut-être comme idole, je ne sais pas moi, John Fitzgerald Kennedy, si on était dans la deuxième colonne, la jaune. Je crois qu'il faut être très prudent par rapport à ce réductionnisme de qui sont nos différentes générations, et que le monde change, que nos générations changent, que les aspirations des gens changent. Je crois que là, oui, tous les faits montrent que c'est effectivement le cas. Toujours chez Bank of America, on a une enquête au niveau mondial sur ce que sont la perception des grands risques. Eh bien, en 2020, les 5 principaux risques perçus au niveau de l'opinion mondiale sont tous les 5 de nature environnementale, figurez-vous. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant. On aurait pu imaginer qu'il y allait y avoir des considérations de cybercriminalité. Moi, ça c'est vraiment aussi un risque tout à fait majeur avec lequel nous sommes confrontés, mais nous le voyons, c'est de la partie en mauve en 2020 dans les sondages. 1, 2, 3, 4, 5, les 5 premières préoccupations telles que formulées par les gens eux-mêmes sont d'ordre environnemental. Pourquoi ? Pourquoi faire de l'investissement responsable? Eh bien, parce qu'en fait, ça va nous permettre de concilier ce que cela apporte et ce que cela rapporte. Vous le voyez, c'est quelque chose qui aujourd'hui est un jeu de mots communément utilisé. Parce qu'en fait, effectivement, l'investissement responsable, il va nous parler de ce que cela va apporter à la société et ce que cela va rapporter aux clients qui choisit d'investir de manière responsable. Pourquoi est-ce que vous auriez des motivations non financières à faire de l'investissement responsable? D'abord parce que vous avez une question de cohérence. Que si vous vous donnez la peine de ne pas mettre d'herbicide dans votre jardin, que vous n'auriez pas envie que dans votre portefeuille on retrouve de Monsanto. Un exemple un peu bête, vous avez peut-être acheté une voiture hybride, ce serait peut-être un peu idiot que simultanément votre argent aille dans une entreprise de fabrication automobile qui ne ferait que des voitures à explosion sans être hybrides et a fortiori électriques. C'est une question de cohérence. Il y a des personnes qui disent, non, moi en plus je veux que ça change, je veux que non seulement pour moi être cohérent, mais je veux faire pression sur les entreprises en leur disant, vous aurez mon bel argent que si vous renoncez à faire ceci qui est mal ou que si vous faites ceci qui est bien. Il y a la dimension aussi intergénérationnelle, c'est être en phase avec mes enfants. Moi, l'environnement, la voiture, je ne crois pas trop, tout arrive, pourraient dire certains, oui, mais bon, mes enfants sont sensibilisés, eh bien, le patrimoine, avoir un patrimoine investi de manière différente de ce qu'est les valeurs des enfants, ça pourrait être une source de dissonance que nous ne souhaiterons pas avoir. Ce qui est fondamental, c'est de voir que les entreprises écoutent. Nous avons tous, en tant qu'investisseurs, de l'influence sur les entreprises. Et ça peut être petitement, penserez-vous, oui, mais c'est les petits ruisseaux qui vont faire les grandes rivières. En fait, les entreprises se soucient de leur image. Quand je vous dis ça, c'est pas un scoop. Oui, depuis tout temps, les entreprises se sont souciées de leur image. Mais aujourd'hui, il se fait que se soucier de son image, c'est se soucier de son image aussi sur le plan du E, du S et du G. Et on n'a pas envie d'apparaître comme une société machiste. On n'a pas envie d'apparaître comme une entreprise qui maltraite les travailleurs. On n'a pas envie d'apparaître comme une société qui maltraite l'environnement. On ne veut plus de ça. On ne veut pas de ça. Les entreprises sont sensibles à leur image et vont donc regarder ce que les agences de notation extra-financières, celles qui vont dire Danone, c'est mieux que Nestlé, eh bien, ça va avoir une importance. C'est à dessein que je donne l'exemple de Danone, puisque vous le savez, le sort de M. Faber, patron de Danone, a été dans la presse récemment. On pourra en reparler au moment du question time. Je vous avais dit que ça m'intéressait, cette histoire Yuka, cette application, c'est une application alimentaire. Ça vous donne rapidement la qualité de ce que vous avez dans le magasin et que vous pourriez tenter d'acheter. Et vous regardez avec votre application, c'est bon, c'est pas bon. Eh bien, il y a aujourd'hui, ça c'est l'information qui commence à dater, il y a 1 an et demi, il y avait déjà plus de 11 millions de Français qui avaient téléchargé Yuka. Eh bien, on apprend alors que Intermarché modifie ses recettes. Donc, parce que les gens se préoccupent de ce qu'il y a dans les petits biscuits et dans les yaourts et dans les trucs qu'ils achètent, eh bien, vous avez des producteurs qui vont se mettre à changer. Parce qu'il y a 11 millions de petzouilles, d'anomnines, d'abrutis, d'idiots, de cons, de je ne sais pas quoi, de minables qui ont fait ça, chacun dans son coin.
Et chacun, pourquoi ils le faisaient? Parce qu'ils voulaient vraisemblablement avoir l'information pour eux. Et en ayant 11 millions de fois fait ça, on a envoyé un signal puissant aux Intermarchés, aux Danone et aux Nestlé de ce monde en disant on veut manger autre chose que ce que nous avez donné jusqu'à présent. Ça, c'est le signal que l'on reçoit aujourd'hui. C'est pour la motivation extra-financière. Mais ce qui va nous intéresser, mon métier, c'est la gestion patrimoniale. Moi, c'est l'aspect peut-être plus financier. Même si ma motivation, vous l'aurez compris aisément, elle est aussi du ressort extra-financier. Mais il y a aussi une motivation financière. A priori, se contraindre à choisir que d'investir dans des entreprises qui ont un bon ou un moins mauvais bulletin sur le plan sociétal, c'est réduire ses possibilités. A priori, vous avez préféré avoir le choix entre 1000 entreprises plutôt que de vous dire, non, moi je vais restreindre votre champ, il n'y a plus que 250 entreprises qui sont investissables. Eh bien, pourtant, ce que l'on voit, c'est que se contraindre à investir dans les entreprises qui sont meilleures ou moins mauvaises, c'est en fait se mettre au service de son portefeuille. C'est bon pour le portefeuille. Les études le montrent. Voilà une étude qui commence à dater de McKinsey. Si on se préoccupe d'investissement responsable, il n'y a pas, et ils sont affirmatifs, uncorrelated, non lié à de moins bons revenus, à de moins bons rendements. Et on peut même affirmer que c'est marginalement bon pour le rendement. Alors, c'est parfois même plus que marginal. Regardez, il y a des gens qui ont pu croire intéressant d'investir dans le charbon. Le charbon, regardez le parcours d'un indice américain qui s'appelle le Russell 3000 qui prend plein de petites valeurs cotées et vous avez le graphique commence à dater un peu, mais peu importe. Et vous voyez l'évolution du charbon. Heureusement que vous n'avez pas investi ces derniers temps dans le charbon. Vous auriez fait de très mauvaises affaires. Le graphique-ci, lui, il est actualisé à fin décembre. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit en orange un investissement en Europe dans le sous-ensemble des entreprises qui ont un meilleur bulletin. Et la ligne inférieure, c'est si vous ne faites aucun filtre. La ligne du milieu en bleu, c'est si vous faites un filtre, mais un filtre un petit peu plus large. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Vous avez significativement surperformé la bourse européenne si vous avez investi dans un panier, le panier des entreprises ayant un moins mauvais ou un meilleur bulletin sur le plan du E, du S et du G. C'est vrai en moyenne depuis 2007, c'est vrai en 2020, dans cette année très turbulente que nous avons eue, où on compare ici l'indice MSCI classique. Vous avez investi, par exemple, pour la zone euro, l'indice MSCI, c'est environ 250 entreprises. Vous avez investi dans ce panier de 250 entreprises, vous avez fait moins 1%. En fait, si on extrait de ce portefeuille de 250 valeurs, les 25% qui, chacune dans leur secteur, font mieux ou moins mal, eh bien, vous avez investi à ce moment-là dans un panier de un quart, environ 60 entreprises. Eh bien, ce panier de 60 entreprises, avec des mêmes poids relatifs, eh bien, vous avez fait 0%. Vous allez me dire, oui, mais moi, je ne sais pas, mais moi, je préfère faire 0 plutôt que moins 1. Sur 100 000 euros, ça me fait tout de suite 1 000 euros. 1 000 euros, on sait dépenser intelligemment 1 000 euros. Et ça, c'est si c'est sur 100 000 euros. Si on a 1 million, 1% de différence, ça fait 10 000 euros. Ça devient tout de suite plus sympathique. Et si vous aviez un portefeuille bien investi, vous n'avez pas investi que dans la zone euro, vous avez investi dans le monde. Et bien là, à ce moment-là, sur vos actions, au lieu de faire du 6,8%, vous avez fait du 11%. Je reprends mon exemple. Vous avez 100 000 euros investis en actions, eh bien, vous avez fait 4% de mieux. Ah oui, 4% sur 100 000, ça me fait tout de suite 4 000 euros. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai de bonnes idées pour dépenser 4 000 euros, pour faire plaisir avec 4 000 euros. Et si c'est pas 100 000 euros que vous avez 1 million, on ne parle pas de 4 000, on parle de 40 000 euros. Et là, a fortiori qu'il y aura de bonnes idées de faire de bonnes choses avec ces 40 000 euros supplémentaires. On ne parle pas de clopinette, on parle d'écarts qui vont rapidement prendre des proportions significatives. C'est quand même bizarre cette idée. Je me contrains à investir dans certaines entreprises et je fais mieux. Ben oui, l'idée de se contraindre et que ça aille mieux, c'est une bonne idée. Ulysse, il s'est contraint. S'il n'avait pas eu la contrainte d'être attaché au mât, il aurait cédé au chant des sirènes et il en serait mort. S'il est resté vivant, c'est parce qu'il s'était contraint. L'Allemagne s'est contraint de ne pas dévaluer. L'Italie s'est permis de dévaluer dans les années 70, dans les années 80. Eh bien, il valait mieux être allemand, il vaut mieux être allemand, il ne faut être italien en termes d'évolution du PIB, pas au niveau du soleil ou de la qualité de la nourriture. Mais donc, on voit qu'en termes de performance économique, s'imposer une certaine discipline, ça peut être tout à fait bénéfique.
Cette idée est une idée ancienne. Chez Kant, il y a l'idée du marchand avisé. Le marchand intelligent, c'est le marchand qui n'abuse pas de la faiblesse de l'enfant qui vient lui acheter des sucettes, des bonbons ou je ne sais quoi d'autre. Non, il va lui vendre les bonbons ou les sucettes au même prix que ce qu'il les aurait vendus à un adulte bien informé. Parce que ainsi, ça se saura que c'est un chouette marchand. Il n'abuse pas. Ça va servir sa réputation et ça va être donc bon pour lui. Et dans la durée, il fera plus de profit en ayant une bonne réputation en étant enrichi à court terme, en exploitant l'ignorance de l'enfant qui était venu lui acheter une sucette, un bonbon ou je ne sais quoi d'autre. C'est chez Kant. Kant, bien sûr, ajoute que c'est pas ça qu'il faut faire. Enfin, il faut le faire, et c'est pas ça, entre guillemets, qui vous permet d'avoir le paradis. Ce qu'il faut faire, c'est réagir selon votre devoir, pas selon ce qui est bon pour vous. Mais donc, on a déjà cette idée de se contraindre à quelque chose qui puisse être bénéfique. C'est quelque chose, c'est une vieille idée qui est encore présente aujourd'hui. On peut multiplier les exemples, on peut trouver les explications de pourquoi de cette surperformance, mais je vais prendre un petit peu trop de temps. Je vous propose de passer là-dessus. Pourquoi? Maintenant, vous êtes convaincu. Mais vous avez peut-être quand même l'une ou l'autre objection qui vous vient à l'esprit. C'est donc la question du pourquoi pas. Vous pourriez dire, c'est pas à Danone de décider ce qui est bon ou pas bon. Danone doit respecter la loi. C'est la vieille idée de Milton Friedman. Une entreprise, ça doit respecter la loi, point barre. Ça ne doit pas aller plus loin que cela. En fait, non. On aurait à parler longuement de la responsabilité sociale de l'entreprise, mais aujourd'hui, vous ne voudriez pas être schizophrène à dire, en fait, moi, je vais financer la recherche sur le cancer et avoir une entreprise qui est dans le tabac, et aussi longtemps qu'elle respecte la législation sur la fabrication et la commercialisation de tabac, va faire un maximum de profit sur le tabac, va faire un maximum de publicité pour vendre plus de tabac, vous ne voudriez pas de ça. Hein. Donc, deuxième dimension, deuxième objection possible, oui, mais attendez, moi, j'ai pas envie que ce soit Orcadia qui décide si le tabac c'est bien ou pas bien. C'est vrai que nous ne sommes pas d'accord. Il y aura des gens, par exemple, qui vont trouver que le nucléaire c'est très bien et d'autres qui vont trouver que le nucléaire c'est très mal. On n'a pas le temps ce midi pour faire le débat et je serais bien incapable de mener le débat. Ce que je sais, c'est que le nucléaire, il est sujet à controverse. Donc peut-être que la sagesse, c'est de ne pas investir dans, c'est une solution jésuitique, mais de ne pas investir dans le nucléaire puisqu'on ne sait pas. Ça peut être une attitude et un certain nombre de gestionnaires vont s'abstenir d'investir dans ce qui est sujet controversé. Mais quoi qu'il en soit, le plus souvent, ce que vous allez avoir dans ces filtres, c'est des choses dans lesquelles 95% d'entre nous, nous allons trouver. Il y a des sujets à la marge. Le nucléaire ou les OGM sont de bons exemples. Il y a des gens qui sont convaincus que l'OGM, c'est bon pour la planète et il y a des gens qui sont convaincus que l'OGM, c'est une catastrophe pour la planète. Mais des gens qui sont convaincus que le tabac, c'est mauvais pour la planète, ça, je crois qu'on a un accord là-dessus. De se penser que l'alcool, un petit peu, ça peut être bien, mais qu'il ne faut quand même pas trop abuser, je crois qu'il y aura consensus. Pour l'exploitation sexuelle, je crois que là aussi, il y aura consensus. Sur les paris en ligne, je crois que là aussi, il y aura consensus. Donc, oui, il y a des différences. Vous, moi, on ne va pas avoir exactement les mêmes valeurs. Et tant mieux qu'il y a cette diversité, mais il y aura quand même des choses sur lesquelles on va se retrouver et il y aura beaucoup de choses sur lesquelles on va se retrouver. Et il y a des entreprises que l'on sait plus sympas que d'autres, et on sait qu'il y a des patrons plus sympas que d'autres, et on sait qu'il y a des syndicats plus sociaux et plus environnementaux que d'autres, et on sait. Et donc, il y aura des convergences entre eux. Et donc, suffisamment pour dire que ces filtres ESG ont une certaine pertinence pour la plupart d'entre nous. Donc, sauf à ce que vous ayez des valeurs très, très, très différentes de l'homme et de la femme de la rue, eh bien, vous pouvez vous retrouver largement dans ce film. Troisième dimension, l'investissement responsable a tellement bien performé, maintenant c'est trop tard. Non, parce qu'en fait, pour moi, la transition environnementale ne fait que commencer. Il vaut beaucoup mieux être investi dans une entreprise qui est aujourd'hui tournée vers les activités de demain plutôt que dans celle qui est soucieuse de rentabiliser les investissements qu'elle a fait il y a 10 ans et qui ne sont pas encore tout à fait amortis. Quatrième dimension, est-ce qu'en investissement de manière responsable, je vais dévier des benchmarks, etc. Non, et vous l'avez vu en matière de performance. L'idée n'est pas avec un investissement responsable de faire plus 10 quand le marché fait moins 20 ou de faire moins 10 quand le marché fera plus 20. Non, vous allez évoluer en phase avec le marché et c'est depuis 15 ans, vous faites un petit peu mieux année après année que le marché. L'information des entreprises est-elle fiable? Non. Est-elle complètement à rejeter? Non plus. C'est vrai qu'elle n'est pas pleinement fiable, elle est imparfaite,
mais il vaut mieux une information imparfaite qu'une absence totale d'information. Ben oui, on ne sait peut-être pas tout sur les effets du pétrole, on ne sait peut-être pas tout sur les effets du gaz, mais on peut penser que c'est quand même pas super top. On peut penser que telle entreprise triche avec les moteurs, tandis que telle autre triche un petit peu moins, ou qu'il y en a une qui ne triche pas du tout. Mais c'est pas parce qu'il y a une imperfection qu'il vaut mieux mettre complètement la tête dans le sable. Je pense que nous serons d'accord là-dessus. Dernière critique ici sur le visuel, des sociétés de notation qui pourraient être sujettes à conflit, oui, peut-être. Mais à ce stade, ce n'a pas été montré. Et il faut bien voir que leur business model est très différent de celui des agences de notation comme Standard & Poor's, Fitch, Moody's, qui ont été très critiquées dans la crise financière de 2008-2009 et à bon droit, parce qu'elles avaient un conflit d'intérêts. Elles étaient payées par l'entreprise à propos duquel elles s'exprimaient. Ben oui, alors là, vous avez tendance à être... C'est comme si le professeur était payé par l'élève à qui il donne un bulletin. Ça pourrait donner envie de donner un bulletin un petit peu embelli. Et ici, c'est très différent. Ici, c'est qui va payer ces gens qui vont me dire si Danone, c'est mieux que Nestlé ou l'inverse? Eh bien, c'est pas Danone, c'est pas Nestlé. C'est le client d'Orcadia, c'est au travers d'Orcadia, et c'est Orcadia comme ce seront les autres gestionnaires de fortune. Hein. Donc, c'est nous qui payons, c'est nous consommateurs, nous clients qui payons. Donc, ces entreprises, elles ne sont pas en contact financier direct avec. Bien sûr que ça ne nous prémunit pas contre l'absence totale de corruption. Peut-être qu'un jour, il y aura un cas de corruption, mais à ce stade-ci, on n'en a pas vu. Peut-être, c'est un risque. Une fois encore, peut-être vaut-il mieux courir ce risque que de ne rien faire du tout. Il y a des problèmes. Certains investissements vont être considérés comme responsables par exemple, MSCI est considéré comme irresponsable par Sustainalytics, pour prendre un autre grand évaluateur. Hein. Donc ici, on a un tableau croisé entre l'évaluation de MSCI et l'indication de FTSE. Donc c'est vrai qu'on voit qu'une entreprise peut être... Si on regarde le nuage de points, on voit qu'il a plutôt une tendance à être si on devait ramener ça sur une ligne, hein, ceux d'entre vous qui sont un peu plus matheux ou économistes dans l'âme, dans ce nuage de points, on voit plutôt une ligne descendante. Et donc, c'est plutôt dire que oui, il y a une certaine corrélation entre les deux, mais elle est loin d'être imparfaite. Il y a des entreprises qui vont être considérées comme très bonnes sur le plan sociétal par MSCI, tout en étant considérées comme étant très mauvaises par FTSE, et l'inverse. Mais globalement, il y aura plutôt convergence entre les deux. Encore une dernière critique, et j'en arrive à ma conclusion, que investir de manière responsable, c'est un sédatif. Dans des milieux plus, entre guillemets, plus radicaux, on va retrouver que, oui, ça, investir chez Danone, c'est peut-être plus sympa que Nestlé, mais en fait, ce qu'il faudrait mieux, c'est se passer à la fois de Danone et de Nestlé et qu'on supprime les bouteilles en plastique et les petits pots en plastique, et que les gens boivent de l'eau du robinet et fabriquent eux-mêmes leur yaourt s'ils ont envie d'avoir un petit yaourt. C'est possible, hein. Donc c'est une possibilité. J'ai envie de dire, en fait, si vous êtes aussi radicaux que ça, ben, rien ne vous empêche de faire vous-même votre yaourt et de boire l'eau du robinet. Faites-le, je vous y inviterai, mais l'un n'est pas à empêcher l'autre, bien entendu. Bon, si de facto, donc, ça ne se fait pas, pourquoi est-ce que plus encore d'entre nous, nous investissons de manière responsable et surtout une part plus importante de notre patrimoine? C'est parce que nos banquiers n'y ont pas intérêt. Hein. Je vais être très, très cru ici. Mais tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce que le banquier n'y a pas intérêt alors qu'il en fait la publicité? Oui, c'est assez bizarre. Vous avez tous ces banquiers qui font de la publicité pour l'investissement responsable, mais quand vous leur demandez quelle est la quote-part de leur portefeuille qui sont investis de manière responsable, c'est rare de dépasser 25%. Et alors, on tombe sur l'histoire de la femme qui est à moitié enceinte. Parce que vous avez envie de dire, mais au fond, ou bien c'est bon, et alors ça devrait être dans 99% des portefeuilles des clients, ou bien c'est mauvais, et ça devrait être alors que dans 1% des portefeuilles des clients, ou zéro. Mais ça, si vous êtes à 25%, c'est le parfait mauvais pourcentage. C'est beaucoup trop si l'investissement responsable n'est pas un bon investissement, et c'est beaucoup trop peu si l'investissement responsable est un bon investissement. Donc on a des gens qui vous font de la publicité, mais qui ont en portefeuille des portefeuilles qui ne sont absolument pas à l'image de la publicité qu'ils vous donnent. C'est pas vous, mais moi, c'est le genre de truc
qui me fait penser que ça pue. Mais donc voilà. Donc il y a effectivement à se demander pourquoi est-ce qu'on est encore avec aussi peu d'investissements responsables aujourd'hui dans les portefeuilles. Et la raison, elle est largement institutionnelle. C'est parce que si vous faites bouger le portefeuille de votre client en lui disant, mais vous savez, ça fait maintenant 10 ans que l'investissement responsable fait mieux, le client en face va vous dire, mais attendez, ça fait 10 ans que vous me faites perdre de l'argent, ça fait 10 ans que vous auriez mieux fait de prendre ce cheval-là. Donc le commercial, il ne va pas avoir l'air très très malin face au client s'il vient avec ce discours-là. Donc c'est pas évident comme discours. Et en plus, voilà, vous allez vendre votre SICAV A pour investir dans la SICAV B. La SICAV B, elle est responsable et c'est le même niveau de risque et la performance sera au moins aussi bonne. C'est juste bon. Oui, mais au fond, pourquoi est-ce que tant qu'à vendre ma SICAV A pour aller vers la SICAV B, je pourrais peut-être aller vers la SICAV Z d'un concurrent? Donc le problème, c'est que pour le commercial qui va pousser le client à vendre sa SICAV A, c'est qu'il va le mettre en mouvement, il va le mettre en branle et il va donc prendre le risque de le perdre. Rien de tel qu'un client qui dort. Dire, mais votre SICAV A, madame, monsieur, mais c'est ce qu'il y a de mieux, dormez sur vos deux oreilles et c'est très bon. Donc il y a des freins institutionnels, organisationnels, d'intérêts financiers des parties en cause pour ne pas promouvoir l'investissement responsable à la mesure de ce qu'ils devraient faire au regard de leur éthique professionnelle. Hein. Donc, vous m'entendez, j'ai un langage ici qui est très très fort. Comment est-ce que ça fonctionne l'investissement responsable? Eh bien, il est 12h45, j'ai épuisé mon temps de parole. Si certains d'entre vous souhaitent que je revienne là-dessus pendant le question time, ce sera avec plaisir. Il y a différentes modalités d'investissement responsable, mais quoi qu'il en soit, il y a aujourd'hui, en 2021, moyen de faire le bien en se faisant du bien, de joindre l'utile à l'agréable. La phrase, elle est connue, mais souvent on se refuse à croire que ce soit le cas. Et moi, je vous dis, eh bien oui, en matière de placement, il y a moyen de joindre l'utile à l'agréable, il y a moyen de faire le bien en se faisant du bien. Et je vous pose la question, mais bon Dieu de bon sang, qu'est-ce que vous attendez? Merci pour votre attention. Merci Étienne, on peut déjà t'applaudir pendant que tu retires ton PowerPoint. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions pour Étienne, soit via le chat, soit en direct. À vous de me dire si vous souhaitez poser une question. J'ai Véronique Joie qui souhaiterait te poser une question. Véronique, nous t'écoutons. Oui. J'active mon micro, voilà. Bonjour à tous, merci Étienne pour la présentation. Vous m'entendez? Oui. Oui, je voulais revenir sur le règlement qui rentre en vigueur aujourd'hui. Dans le slide, en fait, tu montres qu'il y a deux phases. Une première qui démarre maintenant, une deuxième fin d'année. Si j'ai bien compris, au début d'année prochaine. Ouais. Tu peux donner en grande ligne, en fait, les différents éléments des deux phases? Oui, en fait, c'est un petit peu bizarre. Ce qui va se passer, c'est que on aurait, nous, professionnels de la gestion, préféré l'inversion des deux phases. C'est que dans un premier temps, c'est les gestionnaires qui vont devoir communiquer sur la dimension responsable de leurs investissements. Et la deuxième phase, ça va concerner les entreprises. Et donc, aujourd'hui, les gestionnaires sont amenés à se prononcer sur ce qu'est l'investissement responsable de manière très générique. La phase information des entreprises, on parle des grosses entreprises, hein, toutes les entreprises, oui. C'est les très grosses entreprises, vont devoir être plus transparentes, mais ça, ce n'est que plus tard. Il aurait a priori été souhaitable qu'on impose d'abord à ces grandes entreprises de nous dire, ben voilà, moi j'émets autant de CO2, je consomme autant de litres d'eau, ce genre de choses. Et ça, voilà, on a une petite inversion. Et ce qui fait que le régulateur, d'ici la fin de l'année, il va être relativement gentil, je pense, et que ça va devenir vraiment plus contraignant à partir de l'année 2022. Oui, c'est ça, la première phase, ça va être surtout des bonnes intentions, en fait, c'est ça? Oui. Oui, d'accord, merci bien. Avec plaisir. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Étienne? Je vais vérifier dans le chat éventuellement. Pas via le chat, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Étienne? Moi, j'ai repéré notamment Étienne en préparant donc la conférence sur Internet. Il y a différents secteurs qui sont notamment ciblés, c'est-à-dire le secteur de l'automobile, sans citer les marques, il ne faut pas les dire, juste Jeep, Grand Cherokee, Peugeot et Volvo qui sont apparemment dans le greenwashing. On a également la société Total et Leroy Merlin qui en font partie, dont Suez aussi. Est-ce que tout ça, tu en tiens compte dans tes portefeuilles chez Orcadia?
Alors en fait, donc nous sommes une société de gestion avec de taille limitée, donc nous n'avons pas notre propre équipe qui nous permettrait de faire une inspection des entreprises. Je vous rassure, même les grandes banques européennes auxquelles vous pourriez penser ne le font pas non plus. Il y a une exception, c'est Triodos qui a sa propre équipe en interne d'analyse de ce qui est responsable à ses yeux. C'est un choix que je respecte éminemment. Le nôtre est différent, c'est de se baser sur un fournisseur externe. Dans notre cas, c'est MSCI, parce que, voilà, ils ont la réputation d'excellence qu'est la leur. Et donc, nous nous basons sur ce que MSCI dit. MSCI qui a une équipe de 200 gars, des femmes, qui sont là payés pour du 1er janvier au 31 décembre titiller les entreprises et obtenir de l'information. Est-ce qu'ils obtiennent toute l'information? Non. Est-ce que VW leur disait qu'ils trichaient sur les moteurs? Non, bien entendu. Mais en même temps, ils collectent de l'information utile. Et par exemple, MSCI avait remarqué que chez VW, il ne faut pas être trop clair, il suffit de regarder le rapport annuel, eh bien, que chez VW, la composition du conseil d'administration, ça manquait fameusement de diversité. Donc, c'était des Allemands avec des Allemands. Pour une multinationale de la taille de VW, ça paraissait bizarre. Et en plus, avait été nommée une dame, ça c'est très bien, mais une dame qui était la femme du grand patron, M. Puech, et qui était auparavant celle qui s'occupait des enfants de M. Puech. Il n'y a pas de souci, vous pouvez épouser la dame qui s'occupe de vos enfants, j'ai aucun problème avec ça. Et là où MSCI, lui, avait un problème, c'est-à-dire que cette dame n'a a priori pas les titres et qualités pour siéger au conseil d'administration d'une multinationale comme VW. Et donc, elle dit, mais si M. Puech a pu imposer sa femme, c'est qu'il n'y a pas les checks and balances, c'est qu'il n'y a pas les contre-pouvoirs. Et donc, nous n'aimons pas cette entreprise parce que la gouvernance est mauvaise. C'est une gouvernance où il y a un gars qui décide tout et il n'y a pas de personne pour dire « Hey chef, je crois que ça déconnecte ici ». Et qu'est-ce qui s'est passé chez VW? Il y a un beau jour un gars qui a dit « C'est norme environnementale, c'est quand même chiant, etc. On va devoir faire des grosses dépenses pour polluer moins. » Et puis, il y aura un ingénieur qui vous dit « mais chef, vous savez, moi je me suis amusé le week-end dernier, j'ai simulé, etc. On pourrait trichoter comme ceci, il y aurait moyen. » Et le grand patron, au lieu de dire « ouais, allez, d'accord, ça va, on passe à là », a dit « écoute, creuse un peu cette idée, ça m'intéresse, on va acheter 11 millions d'exemplaires de ce logiciel-là. » Et personne pour dire grand chef, ça va pas, on va pas commencer à tricher, nous, hein, on n'est quand même pas des menteurs. » Parce que ce qu'ils ont fait, c'est mentir, il n'y a pas de tout du tout, mentir. Et donc, il n'y a eu personne pour dire « chef, tu mens ». Et on ne peut pas mentir. Et donc, MSCI, en l'occurrence, n'investissait pas chez VW, non pas parce qu'ils savaient que VW trichait sur les moteurs, mais parce qu'ils savaient que VW, c'était un environnement de hiérarchie tel que personne n'osait moufter. Donc, il y aura... Le cas de Total est un cas intéressant. Longtemps, Total a été considéré comme étant ISR, et MSCI vient des sorties. Et pourquoi? On peut avoir deux points de vue. Il vaut mieux peut-être Total que Exxon. Il vaut certainement mieux Total que Exxon. Total ne fait pas de gaz de schiste que je sache, pas de pétrole de schiste. Donc Total a une pratique dans l'exploitation de la ressource fossile qui est nettement moins dommageable qu'une Exxon ou que d'autres grands majors américains. Ou américains ou pas américains, peu importe. Donc, est-ce que c'est mieux de mettre son argent chez Total pour encourager Total à rester dans ce cap-là? Ou bien est-ce que c'est mieux de dire non, Total, c'est quand même du pétrole, donc je préfère en sortir et donner mon argent à des entreprises qui sont pleinement actives et exclusivement actives dans l'énergie renouvelable? Les deux écoles se défendent. Et chez Orcadia, on fait un peu des deux. Parce qu'on n'est pas là, dans un domaine où on pourrait très vite dans le prosélytisme dire moi je sais ce qui est vrai, moi je sais ce qui est beau, moi je sais ce qui est bon, faites comme moi je vous dis qu'il faut faire. Non, il faut être prudent. On ne sait pas, demain, il y aura peut-être une étude pour nous dire que les voitures électriques, en fait, c'était une stupidité monumentale. Peut-être qu'il y aura une étude pour dire demain que les éoliennes, c'était une connerie qu'on n'aurait jamais dû faire. Au stade de l'expérience, enfin, du savoir scientifique d'aujourd'hui, ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais peut-être que ça se révélera. Moi, quand j'étais enfant, on me disait il faut boire plus de lait. Aujourd'hui, les scientifiques, ils disent non, trop de lait, c'est pas bon. Quand j'étais malade, il fallait prendre du jus de viande. Il n'y a plus un médecin aujourd'hui pour nous dire qu'il faut se guérir avec du jus de viande quand même. Hein, et tout à l'avenant, quoi. Plus on mangeait de yaourt, mieux c'était. Aujourd'hui, on dirait, mais attends, ça... Donc la science bouge dans le domaine X, dans le domaine Y, partout, et c'est vrai aussi pour nos investissements responsables. Donc, on n'est pas dans le prosélytisme, mais on dit, OK, aujourd'hui, on entend. Et c'est mieux, effectivement, de promouvoir des activités qui soient moins énergivores, moins consommatrices de fossiles. Et donc, on va préférer ne pas investir et certainement pas chez Exxon. Il n'y a pas de raison de vouloir investir chez Exxon.
vous pouvez avoir envie de préférer Total plutôt que pas Exxon, ou vous pouvez dire, moi, aucune pétrolière, mais avoir des arguments en disant, moi j'aime bien Exxon, j'ai envie d'investir chez Exxon, ça j'ai du mal à comprendre. Voilà, j'ai une petite réflexion personnelle qui nous arrive d'Olivier Cranning, qui me dit ceci. Triodos délègue sa gestion au Qatar via Pulatco, peut mieux faire sur ESG avec le Qatar. Je vais me permettre, alors c'est une demi-vérité, en fait c'est dans l'autre sens. Je peux comprendre la taquinerie. Pour votre information, sur le plan du private banking, effectivement, Triodos travaille et un accord de coopération avec Pulatco, mais c'est entre guillemets, la sélection de valeurs est faite par Triodos. Donc, c'est pas les Qataris qui vont dire ça c'est responsable, ça c'est pas responsable, c'est les gens de Triodos. Donc, mais c'est vrai qu'il y a cette coopération en Belgique. C'est pas quelque chose que Triodos pratique dans d'autres pays, mais en Belgique, il y a cette coopération historique. Et autre élément pour, entre guillemets, défendre Triodos, je suis pas un employé de Triodos, mais on est peut-être perçu même parfois comme concurrent, mais non. Triodos, s'ils ont ce partenariat avec Pulatco, c'était un temps où Pulatco ne faisait pas partie, n'appartenait pas des Qataris, mais appartenait à une banque qui s'appelle KBC. Ok, merci pour cette réponse. Béatrice Delphine Diaz a également une question pour toi. Oui, bonjour Étienne, bonjour à tous. Voilà, j'avais justement une question par rapport à la production des éoliennes et aussi, voilà, vous avez répondu entre-temps, mais aussi par rapport à Nestlé, Danone, non seulement ils ne respectent peut-être pas l'environnement par rapport à la production de leurs produits d'une certaine façon, mais aussi au niveau éthique. Quand on sait que Nestlé bafoue les droits des enfants en Afrique, moi ça me pose aussi un autre problème. Et pourtant, ce sont de grandes voilà, ils sont sur le marché, ce sont des grandes sociétés qui ont le monopole, donc ça me pose problème quand même par rapport à la production et à la façon de faire de ces grands groupes. Donc voilà, moi personnellement, j'essaie de peux acheter Nestlé, Danone quand je peux. Donc voilà, c'est vrai que le changement doit venir de nous, mais par rapport à ça, je pense que c'est un problème sociétal. Voilà, je voulais un peu avoir mon point de vue par rapport à ça. Tout à fait. Mais donc Béatrice, vous n'achetez pas Nestlé, vous ne voudriez pas avoir peut-être que dans votre épargne pension, peut-être que pour la ristourne à les 990 € ou votre pension libre complémentaire, je ne sais pas quoi, c'est peut-être investi de telle sorte que, in fine, vous investissez chez Nestlé. Et je leur ai dit, mais non, mais moi je ne veux pas ça. Moi, je ne veux pas que mon épargne pension chez ING, chez BNP ou que sais-je, ce soit derrière qui est du Nestlé. Et donc, il y a moyen de l'éviter aujourd'hui en disant à ces gens, ah ben non, attendez, moi, l'épargne pension, vous aurez mon bel épargne pension que si vous investissez selon des règles qui sont des règles avec des exigences sociétales. Et comment avoir cette transparence par rapport aux banques? Oui, et donc il faut cette transparence. Là où vous l'avez, en fait, vous l'avez beaucoup plus en gestion patrimoniale que sur votre cash. Si vous laissez votre argent sur votre compte à vue ou sur votre livret d'épargne, ce que ING ou BNP va faire avec cet argent, à qui ils vont le prêter, là, vous n'avez aucune idée, quoi. Parce que ça, c'est tout cet argent va dans un grand pot, et de ce grand pot, on va financer des crédits, et ça va être un crédit à l'été, comme ça peut être un crédit à la coopérative sympathique au coin de la rue. Hein. Donc ça, c'est un grand pot. Tandis qu'avec votre patrimoine, si vous avez une action Nestlé ou si vous avez une SICAV de chez BNP ou de chez ING, vous pouvez choisir une SICAV qui va choisir de ne pas investir chez Nestlé. Donc ça, vous avez le contrôle est plus facile pour l'argent que vous avez investi au travers de votre épargne pension ou au travers de vos SICAV plutôt que sur votre livret d'épargne. Une autre manière d'avoir un contrôle sur son livret d'épargne, c'est d'avoir son compte ouvert alors dans une banque alternative. Mais parce que la banque, elle fait de son livret d'épargne un gros pot. Si vous voulez être sûr, vous dites, si je mets mon livret d'épargne plutôt chez Crélan ou chez Triodos, il y a moins de risque que cet argent finance une multinationale. Voilà, c'est pas possible, mais la probabilité est sérieusement différente. Merci. J'ai également Jean-Jacques Pire qui pose la question suivante. L'investissement responsable ne peut-il pas être un jour créateur de bulles en bourse, comme par exemple sur les actions en énergie renouvelable? Tout à fait. Il y a un très bel exemple, c'est Tesla. Mais je pense que Tesla, ce n'est pas une bulle de l'investissement responsable, c'est une bulle de Tesla. Donc Tesla a une valorisation boursière en début d'année. La valeur de Tesla représentait la bourse. La valeur boursière, c'était plus de 1 million de dollars par voiture vendue. Donc il fallait supposer que Tesla allait se mettre à vendre non pas 2 fois plus de voitures, non pas 3 fois plus, mais non pas 10 fois plus, mais j'en sais rien moi,
50 fois plus de voitures ou pouvoir les vendre avec des marges bénéficiaires bien inflatées pour justifier un tel cours de bourse. Mais ça, c'est une bulle qui porte sur un actif responsable, mais ce n'est pas une bulle de tous les actifs responsables. Et néanmoins, la question de Jean-Jacques Pire est pertinente. S'il y a beaucoup d'investisseurs qui s'intéressent à l'investissement responsable et qu'il y a un engouement tel, eh bien peut-être que toutes les valeurs responsables vont être portées par cette vague et qu'il y aura une bulle. C'est quelque chose qui est possible. Aujourd'hui, quand on regarde les niveaux de valorisation des portefeuilles, c'est ce que nous on fait dans les filtres, on arrive à des niveaux de price earnings, de dividend ratio, ce genre de critères, et on compare et on voit qu'on est globalement en ligne. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a une bulle. Si en fait ces entreprises ont fait mieux en bourse que les autres, c'est parce qu'en fait leur profitabilité a fait mieux que celle des autres. C'est pas parce qu'il y a eu qu'aujourd'hui on est prêt à payer 30 fois les bénéfices d'une entreprise responsable et que 15 fois les bénéfices d'une entreprise qui n'a pas ce label responsable. C'est beaucoup plus une question d'évolution de la rentabilité de ces entreprises que d'une bulle. Mais on ne peut pas l'exclure. Il y aura peut-être bien un jour où il y aura trop peu d'actifs responsables et tous les investisseurs de la planète qui voudront investir de manière responsable et qu'il y aurait cette bulle. Mais rassurons-nous ici ce midi, ce n'est pas encore le temps. Donc, si vous voulez passer un ordre cet après-midi auprès de votre banque ou de votre gestionnaire pour acheter, vous n'acheterez pas beaucoup trop cher du fait d'une telle bulle. Il n'y a pas encore, peut-être n'y aura-t-il jamais, mais on n'a pas à déplorer une telle bulle aujourd'hui. Voilà, mais merci à toi Étienne, il est 13h pile poil, donc timing respecté comme d'habitude. Un tout grand merci à toi, mais un tout grand merci également à vous tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Demain, nous accueillerons Stéphanie Biard, qui est la présidente du CDAC, le Cercle d'art contemporain, et présidente de l'Ecofin Club Art et Finance également, sur le monde du milieu de l'art et le digital, nouveau business model, donc ce sera également passionnant. Étienne, donc je ne sais pas, tes slides sont à disposition ou pas? Oui. Ok, parfait. Donc, n'hésitez pas à envoyer un mail soit à Étienne, soit à moi-même. Et on vous transmettra donc bien volontiers les slides d'Étienne de Calataï. Excellente journée à vous tous. Un tout grand merci pour ce débat qui était super passionnant. Et à très bientôt, j'espère, chez Ecofin Club. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bravo. Encore merci, Didier. Au revoir.